Donc, il a été un homme politique. Il a été un homme politique et aujourd'hui, on veut reprocher à son fils, qui a subi toutes les injustices à côté de son père, de vouloir changer les choses. Faut arrêter. C'est ça qui est dommage. Nous nous battons déjà pour bousculer les lignes. Ça veut dire que ça ne sert à rien d'aller aux élections présidentielles si la gouvernance électorale n'est pas là. Et la gouvernance électorale, c'est quoi? On a fait des espèces de concertations politiques. Leur concertation politique à laquelle le RDD a participé, il y a eu certaines décisions qui ont été prises, mais ces décisions ne sont même pas aujourd'hui appliquées. Nous nous battons d'abord justement pour bouger les lignes et pour inverser le rapport de force. C'est possible. Mais pour ça, il faut déjà que l'opposition soit unie. En face, ils ont un seul candidat. Et je le redis, je l'ai dit depuis 2016, en face, ils ont un seul candidat. Mais l'opposition déjà est divisée. Et l'opposition divisée, ça arrange le pouvoir. Le pouvoir dynamite insigneusement tous nos partis politiques de l'intérieur en donnant de l'argent ça et là. Et le Congolais, d'abord, ils affament le peuple congolais. Et après, pour 2000 francs, ils obligent les gens à se déplacer. Bonsoir, chères auditrices et chers auditeurs de la Radio Bakambi. Vous êtes en compagnie de M. Caius Ebelebe, l'animateur et le fondateur de la Radio Bakambi, qui émet depuis le Royaume-Uni. Mais comme vous le savez, partout dans le monde, nous sommes captés, on nous joint, on nous écoute partout où vous soyez. Si vous nous recevez le matin, nous vous disons bonjour. Si c'est l'après-midi, bon après-midi. Et si c'est le soir, bonne soirée. Vous nous écouterez. Nous serons aujourd'hui en compagnie de M. Grégoire Gaïno et de M. Jean-Jacques Serge Yombi Opango. On va parler actualité, mais aussi du RFC, qui en sigle veut dire le Rassemblement des Forces du Changement, et du RDD, qui est le parti de M. Jean-Jacques Serge Yombi Opango. Monsieur Gaïno, bonsoir. Bonsoir, monsieur Caius Ebelebe. Bonsoir, monsieur Yombi Opango. Bonsoir à tous nos auditeurs et bonjour pour ceux qui se réveillent maintenant. Et je pense que l'animateur ne m'a pas bien présenté. J'interviens dans l'émission en tant que politologue. Excusez-moi, M. Gaïno, j'ai oublié de dire que vous étiez le politologue et l'autre personnage de l'émission, vous qui, avec votre expérience et votre sagesse, vous nous apportez ce que vous savez faire, c'est-à-dire interviewer les gens en même temps, vous apportez votre expérience sur les sujets d'actualité. Monsieur Yombi Opango, merci d'avoir répondu à notre appel. Nous vous remercions, nous vous disons bonsoir. Bonsoir, monsieur Jean-Jacques. Bonsoir. Oui. Bonsoir. Et je vous remercie de me recevoir pour la première fois dans votre émission. D'accord. Merci beaucoup. Nous allons commencer par l'actualité. Je sais que vous la suivez et que vous comprenez ce que nous allons vous demander. La 80e session des Nations Unies est ouverte. Donald Trump parle de l'immigration. Il dit l'immigration, c'est trop. Vous êtes chargé au rassemblement des forces de changement des relations extérieures. Donc vous allez nous parler de ce que vous allez faire. Déjà, l'actualité, tous les présidents se retrouvent aujourd'hui aux Nations Unies, 80e session. Est-ce que pour vous, la reconnaissance de l'État palestinien marque l'histoire? Donald Trump dit c'est un non-événement. Écoutez, ça m'embête de répondre à ce genre de questions parce que vous savez très bien quel est l'état d'esprit du président Donald Trump. Dire que c'est un non-événement, que l'on reconnaisse l'État palestinien, est une erreur de jugement politique. Aujourd'hui, je pense que pour que les choses s'arrêtent au niveau de ce qui se passe entre la Palestine et l'Israël, je crois qu'à un moment donné, il faut bien que les États soient clairement établis et que cette guerre s'arrête. C'est une guerre qui est injuste. En fait, c'est une guerre qui est injuste, mais c'est une guerre qui, de chaque côté, trouve des explications. C'est un peu comme la guerre en Ukraine. Là aussi, le président Trump vient de recevoir en tout cas M. Zelensky, qui dit qu'ils ont récupéré 320 km de leur territoire aux forces russes. Là aussi, la guerre est continue. Est-ce que pour vous, les enjeux du monde se jouent aussi dans cette partie du monde? Vous savez, je commence à prendre l'habitude de penser africain et d'essayer de
voir le monde sous le prisme de l'Africain que je suis. Oui. Toutes ces choses, ce n'est qu'un problème d'argent, et c'est bien dommage aujourd'hui que le monde soit dirigé par le pognon. Toutes ces guerres, j'estime qu'elles n'auraient pas dû exister, mais chaque pays défend ses intérêts, chaque groupement de pays défendent leurs intérêts, et aujourd'hui, la Donald Trump est en train de bousculer un peu les choses, mais Poutine aussi est là, et les BRICS sont là aussi, et aujourd'hui, on dirait qu'il y a une espèce de... Le monde est en train de se dessiner, et on va voir qui va croquer l'autre. Mais moi, je suis africain, je pense à l'Afrique, et je veux que les Africains, justement, apprennent à s'unir pour ne pas être les dommages collatéraux de la guerre des grands. Tout à fait. Alors, dernière question sur l'actualité, c'est l'Afrique. Le président du Burkina Faso, lui, vient de dire que les Africains n'ont plus besoin de visa. C'est un grand panafricain, c'est simplement un Africain qui comprend l'Afrique, comme vous le dites, en regardant du prisme africain, ce point de vue africain. Écoutez, c'est déjà une chose très bonne, et j'estime que tous les pays africains devraient le faire. Mais vous savez, si les différents pays africains sont assujettis à d'autres pays, on protège les intérêts des autres pays, qui ces pays sont contre d'autres pays d'Afrique, alors vous savez, il y a toujours un Africain, il y a toujours un Noir pour détruire un autre Noir. C'est ça qui est dommage. En tout cas, je salue ce que vient de faire le président du Burkina Faso. Je vous remercie beaucoup, c'est ce qui nous emmène au Congo. Vous êtes... Oui, M. Gaïno. Oui, parallèlement, puisqu'on parle de l'Afrique, il y a aussi une autre actualité, à savoir que trois pays de l'Afrique de l'Ouest ont formulé leur demande à quitter la CPI en traitant cet organisme-là comme étant l'organisme impérialiste ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Les trois pays étant le Niger, le Burkina Faso et le Mali, qui forment l'OAS. Exactement. Les pays de l'AES. Ben, écoutez, eux, ils ont déjà une ligne directrice qui ils veulent absolument couper le cordon ombilical avec certains pays, avec certains organismes internationaux. Ben, écoutez, pourquoi pas? Parce que la CPI est très enclin à arrêter les Africains de la manière la plus injuste. Et quand c'est d'autres pays, il faut vraiment que la personne ait fait du mal quelque part. Autrement, c'est aussi des jugements injustes. On a bien vu tous ceux qui ont été arrêtés là-bas. On les sort 10 ans après pour qu'ils, perdent toutes leurs, leurs droits constitutionnels dans les différents pays. Et c'est pas normal. Moi, j'estime que ils sont courageux. J'espère seulement que aucun des trois chefs d'État ne va subir la France-Afrique, c'est-à-dire que ne va se faire abattre ou il y aura encore des complots internes interminables. J'espère seulement qu'ils vont finir leur mandat, leur logique pour, n'est-ce pas, montrer que l'Afrique peut et doit se relever par ses propres moyens, parce que personne n'aidera l'Afrique, il ne faut pas rêver, ce ne sont pas les Russes, les Chinois, les Américains ou encore la France qui vont venir là pour défendre les intérêts de l'Afrique. Il faut que l'Afrique soit forte, puissante, pour pouvoir, n'est-ce pas, être face aux autres. Hein. Comme je l'ai déjà dit, ce qui me chagrine, c'est de voir, si je peux me permettre, de voir toute l'Afrique aller, par exemple, devant un chef d'État, que ce soit un Chinois, que ce soit un Russe, que ce soit un Américain, alors que c'est nous qui sommes les plus riches, en fait. Voilà. Êtes-vous d'accord avec, parce que ces trois pays-là vont créer leur propre monnaie. Qu'est-ce que vous pensez du franc CFA justement par rapport à la création de leur monnaie? Bon, vous savez, ça c'est un cas qu'il faut prendre de manière individuelle. Il est clair que cette monnaie nous assujettit à la France, mais quand nous avons des pays où nous n'avons pas une assise industrielle, bon, le Congo par exemple, vous allez faire une monnaie pour le Congo-Brazzaville par exemple, qui sera assise sur quelle industrie? Il n'y en a pas là-bas. Voyez-vous? Donc à un moment donné, si on n'est pas capable d'avoir une industrie ou d'avoir même une quantité d'or
qui peut sous-peser, c'est pas la peine de chercher à quitter le franc CFA. Faut être réaliste. Moi, je pense qu'il faut être réaliste. Au Niger, au Mali et au Burkina, là-bas, il y a de l'or. L'or, c'est ce qui fait aujourd'hui qui dirige le monde. Le Burkina, depuis qu'ils font l'or, le Mali, le Burkina, depuis qu'ils produisent eux-mêmes l'or, ils font des miracles là-bas. Alors qu'à l'époque, c'était d'autres personnes qui prenaient cet or, qui l'a transformé et qui l'a renvoyé dans le pays. Alors je pense qu'à un moment donné, eux, ils ont les moyens, ils ont sans doute raison de le faire, mais pour le Congo, par exemple, même à la CEMAC, les gens pensent quitter le CFA. C'est pas une bonne chose de quitter le CFA, mais il faut pas non plus aller quitter le CFA pour après avoir tout un tas de problèmes. Moi, je pense que si on n'a pas une économie qui peut soutenir une monnaie, c'est pas la peine. Donc aujourd'hui, si c'est plusieurs pays qui créent leur monnaie, là, ça peut peut-être, changer les choses. Mais encore que ces pays-là, ensemble, s'ils n'ont pas une industrie forte qui peut faire en sorte qu'on les écoute, c'est pas la peine. Vous voyez bien, il y a quelques années, il vous souviendra que la Corée du Sud était au même niveau que notre pays, le Congo-Brazzaville. Et là-bas, ils n'ont pas l'or, ils n'ont pas la forêt, ils n'ont pas l'eau, alors que nous avons tout ça. Aujourd'hui, où nous en sommes. Donc, voyez-vous, c'est toutes ces choses-là qu'il faut regarder avec beaucoup plus calmement. Il faut régler ce genre de problème calmement. Mais il ne faut pas dire abat le franc CFA pour dire juste abat le franc CFA. Pour faire le buzz, non, il faut qu'on soit capable d'être réaliste. C'est notre point de vue. D'accord. Alors, pour être réaliste, vous avez été réaliste, vous avez rejoint le Rassemblement démocrate. Le Rassemblement démocrate, pour la démocratie et le développement, le RDD, parti créé par votre père. Vous êtes un fils, on ne va pas dire héritier, vous êtes un fils de l'ancien président Joachim Yombi Opango. Vous prenez aujourd'hui la direction, vous avez pris la direction de ce parti qui, en sigle, est le RDD. Question, comment se porte le RDD aujourd'hui? Alors, d'abord, je vais retracer un peu l'histoire. Je n'ai pas pris le parti, je n'ai pas hérité de ce parti. J'ai travaillé à l'intérieur et j'ai mérité mes galons. J'ai été élu au congrès qui a eu lieu le 14 et le 15 décembre 2024. Il faut restituer, je n'ai pas hérité. Évidemment, c'est le parti qui a créé le président Yombi Opango. Je suis son fils, excusez-moi, mais je ne vais pas le regretter et je ne pense pas qu'il y ait un délit de patronyme. Non, mais c'est ce qu'il va vous coller la peau parce que c'est ce qu'on va reprocher à M. Christelle Sassou Nguesso, c'est ce qu'on va reprocher pas pareil. C'est ce qu'on dira à Kabila, à Tshisekedi. Je refuse cela, oui. Parce que l'éducation que j'ai reçue, je le répète, l'éducation que j'ai reçue est une éducation d'un homme qui avait des principes et d'abord, je vais même vous dire que lui ne voulait pas que j'ai ce rang au niveau du parti, parce qu'il a toujours dit qu'il n'a pas créé ce parti pour que ce soit l'héritage de ses enfants. Je me suis battu à l'intérieur et croyez-moi, ce n'était pas facile du tout. Pas facile du tout, justement parce que tout le monde pensait comme vous pensez. Et moi, je n'ai pas eu la chance, je n'ai pas eu des passe-droits. Je n'ai pas eu de passe-droits. Vous avez dû faire vos preuves. Oui, au niveau du parti, je pense que je mérite mes galons et j'ai fait mes preuves. Nous avons fait un congrès qui s'est passé de la manière la plus démocratique. Ceux qui ont vu les images ont vu les images. Mais faut savoir que l'éducation que j'ai reçue ne m'a jamais donné de passe-droit. Pour vous donner juste un exemple. Oui. Le président Yombi Opango, après son incarcération, quand il est sorti, il a eu la possibilité d'être Premier ministre. En tant que Premier ministre, je n'ai jamais eu de marché. Au contraire, j'ai livré du matériel qui n'a jamais été payé. Et il a dit, je ne suis pas passé par la voie normale. Il a toujours refusé de payer mes factures. Mon père ne m'aurait jamais laissé à des postes où je vole l'argent de l'État, où je détruis l'économie nationale. Non, jamais. Si j'aurais fait ça, lui-même, il aurait décidé de me mettre en tout. C'est l'éducation que j'ai reçue. Et je tiens à le préciser. D'accord. Alors, comment se porte le RDD? Après ce que vous avez dit, bien dit d'ailleurs, vous n'avez pas hérité, vous vous êtes battu, vous avez fait vos preuves, vous avez réussi donc à convaincre les militants à voter pour vous. Comment se porte le RDD avec aujourd'hui monsieur, on va dire, Jean-Jacques Yombi Opango, président? Les militants, comment ils se portent? Alors écoutez, le RDD se porte bien, malgré le fait que nous subissons une espèce de dérive autoritaire, parce que, comme vous le savez, le RDD a été exclu de la liste des partis officiellement reconnus. Et nous disons que ce n'est pas un simple acte administratif.
c'est clairement une censure politique. Voilà, pour ne pas dire une dérive autoritaire, qui a pour but précis de mettre de côté certains partis politiques. Voilà. Donc c'est même un comportement lâche du parti au pouvoir, parce qu'ils se disent soi-disant forts, mais ils sanctionnent des éléments gênants. D'accord. Donc vous faites pas répéter, mais une petite question avant qu'on aille plus loin. Monsieur Yombi Opango, excusez-moi, hein, je vais vous poser la question. Elle nous a été posée pour vous la poser. Vous appelez le président Sassou papa, normalement. Est-ce qu'aujourd'hui, le fils a refusé le père? Je vous arrête tout de suite. Oui. J'ai toujours appelé le président Sassou Nguesso tonton. Et c'est comme vous le savez, pour ceux qui ne le savent pas, le président Sassou Nguesso avait une relation particulière avec son grand frère, mon défunt père. Je ne vais pas revenir sur cette histoire, tout à fait. Mais je n'ai rien à voir avec le je t'aime moi non plus de Yombi et Sassou. Je dis simplement que, en ce qui me concerne, nous avons essayé de travailler avec son parti et ils ne nous ont pas respectés. Voilà, je le dis encore, je le redis, ils ont triché aux élections à Ouando et nous aujourd'hui nous sommes à l'opposition parce que nous ne sommes pas d'accord avec les méthodes de travail et l'incompréhension ou la manière de concevoir la démocratie du parti au pouvoir. Monsieur Ganem, une question. Oui, une question tout simplement sur le RDD. Vous venez de dire que vous êtes exclu de la liste officielle parce que vous n'êtes pas reconnu. Pour quelles raisons vous n'êtes pas reconnu? Est-ce que lorsqu'on regarde un peu l'échiquier politique congolais, on voit que les partis sont seulement à Brazzaville, ne s'installent qu'à Brazzaville, dans les grandes capitales particulièrement, ou alors dans la capitale dont sort le leader, c'est-à-dire le chef du parti. Alors pourquoi les partis au Congo ne sont pas installés dans les autres régions? Est-ce que c'est ce qu'on vous reproche en fait? Quel est le frein? Est-ce qu'on vous reproche? Est-ce qu'on vous reproche? Je m'inscris. Écoutez, je m'inscris en faux dans ce que vous dites parce que le RDD est représenté partout. Le RDD a des militants sur toute l'étendue du territoire. Parce que même si le parti au pouvoir ne veut pas le reconnaître, à un moment donné, dans l'histoire de ce pays, le RDD a eu plusieurs députés, plusieurs sénateurs et près de 60 ou plus même, j'ai pas les chiffres exacts, conseillers. Donc aujourd'hui, ce n'est qu'une volonté politique, ce n'est qu'une volonté politique de certaines personnes qui ont toujours eu un complexe d'infériorité vis-à-vis du nom que je porte et qui veulent le détruire et qui veulent que ce nom ne ressorte plus dans l'histoire du Congo. Il faut le prendre comme ça. Maintenant, ils ont trouvé quelques petits trucs comme ça. Il y a donc le responsable, le directeur général de l'administration territoire qui a convoqué, je n'étais pas là, les différents partis politiques, qui a dit que nous n'étions ni sanctionnés, ni dissous, etc. etc. J'ajouterais, M. Yombi, j'ajouterais que vous avez reconnu vous-même que vous n'aviez pas donné les coordonnées de vos représentants. Mais j'arrive. D'accord. J'arrive, si vous me... J'arrive, je dis... effectivement, ils ont cherché des petites choses comme ça, et heureusement que le président Berassa aussi a démontré que tous les partis ne sont pas en règle, ne sont pas en conformité, et c'est vrai. Ils ont choisi exprès. Je pourrais même dire que tout ce qui a été fait là, c'était qu'il fallait absolument que l'on sorte le RDD de là. C'est de bonne guerre, c'est la politique, hein. Non, c'est pas de bonne guerre. Moi, de bonne guerre, c'est quand on est face à face et que vous laissez que les règles du jeu se fassent normalement, et comme ça, le gagnant gagne, et voilà. Mais là, c'est pas du tout de bonne guerre. C'est des tricheurs, c'est parce qu'ils ont avec eux, les seuls arguments, c'est l'argent et les armes, ou du moins les balles qu'il y a dans leur canon, c'est tout. C'est pas la démocratie du tout. Faut être clair. Maintenant, je vais dire, pour répondre à votre question, j'ai reconnu effectivement que je connais comment ça se passe. Vous savez, le président Yombi est fondateur du Parti congolais du travail. Nous avons été élevés là-dedans, on connaît un peu les méthodes. J'avais effectivement refusé de donner, j'avais dit à mes gars, vous ne donnez pas votre vraie adresse, parce que ces gens-là, le jour où ils voudront vous arrêter, ils viendront vous arrêter chez vous. Ça, oui, je le dis clairement, c'est ce que j'avais demandé à mes gars. Ça a été stratégique, en fait. Ben oui, mais on ne pensait pas qu'ils allaient pousser le bouchon jusque-là. Voilà. Donc, vous savez, il y en a un qui est en place, qui fait ce qu'il veut.
et qui joue avec les nerfs des politiciens, mais ça tombe mal parce que à partir du moment où ils ont sanctionné le RDD, le lendemain, nous avons eu en 24 heures près de 700 adhérents et ça continue. Voilà, donc je veux dire que nous continuons à travailler et on verra comment les choses vont se passer. Ce que je voulais dire, c'est que le DGAT a demandé qu'on se mette en conformité par rapport à ce qu'il nous reprochait. Nous avons envoyé des gens, justement avec les documents qu'ils nous ont demandés. Les instructions ont été données de manière claire par le DGAT sur instruction de M. Mboulou Raymond de ne pas donner les documents au RDD. C'est la réponse qu'on nous a donnée à Evo, à Madingou et à Mosaka. Voilà. Donc, là, vous n'allez pas me dire que c'est de bonne guerre. C'est pas juste, c'est pas normal. Alors, je dénonce cela et voilà. J'ai moi-même appelé le préfet d'Evo et malgré ça, ils ont dit que vous n'êtes pas reconnu. Donc, voilà. Donc, il est même impossible pour nous de régulariser la situation. Donc, c'est fait exprès. C'est fait exprès. J'ai une dernière question avant qu'on passe peut-être au sujet qui nous préoccupe le plus. Vous avez dit que vous avez travaillé fort pour être élu au sein de ce parti. Est-ce qu'aujourd'hui, pourquoi si vous avez travaillé pour être élu à ce parti, est-ce que c'est le cas de certains, de beaucoup politiciens congolais, parce que au regard de ce qui se passe, on voit que souvent le père meurt, c'est le fils ou le neveu, ou qui toujours un parent qui prend le pouvoir. On a beaucoup d'exemples. Vous avez le parti de M. Tisser, vous avez le parti aussi, je crois, beaucoup de partis comme ça. Vous avez Milongo, vous avez aussi, le fils et voilà, Milongo, vous avez aussi celui de Gad. Vous avez les fils qui sont est-ce que au bureau politique du PCT, vous avez là, ça circule. Voilà. Est-ce que malgré le travail que vous avez dû effectuer au sein de votre parti, est-ce que vous n'êtes pas confondu à cela? Non, la question, M. Yombi, M. Yombi, excusez-moi, M. Yombi, oui. C'est pas qu'on vous attaque, c'est est-ce que vous écoutez ces remarques des Congolais? C'est juste ça la question. Mais je les entends, je pourrais dire même que je les comprends, mais je refuse que l'on mélange les torchons et les serviettes. En ce qui concerne le RDD, je vais vous donner l'historicité, j'ai été la première personne à qui le président Yombi et nous étions en prison m'a parlé de créer un parti politique. Donc, si vous voulez, vous étiez en prison, excusez-moi, je suis ça, vous l'avez dit, vous voulez dire que la famille Yombi était en prison? Mais bien sûr que la famille Yombi était en prison, vous le savez pas ou vous faites exprès ou pas? Non, on pensait la dernière de mes sœurs avait 5 ans. La dernière de mes sœurs avait 5 ans. Nous étions tous en prison au camp 15 août, jusqu'à ce qu'on déplace le président à Pointe-Noire. Et je disais donc, mon père m'en a parlé, et je lui ai dit, mais il faut en parler à maman. Et lui m'a dit, non, pour ça, c'est à toi que je demande. Je ne peux pas oublier ce jour-là, parce que c'est la première fois qu'il donnait la primauté à moi, à son fils, au lieu de donner à sa femme. C'est sa femme, donc il a toujours donné la priorité à sa femme, ce qui est normal. Donc voilà. Et donc, si vous voulez, à la création du parti, j'étais membre du parti avant même qu'il soit créé. Le jour où il a été créé, quand il a été créé le 2 décembre 1990, dans une assemblée générale où il y avait près de 800 personnes chez le professeur Anaclet Chomambe, j'étais présent. Donc moi, j'ai été présent depuis le début. Je vous mets au défi de me dire, tous les noms que vous me citez là, est-ce qu'ils étaient présents au début? Est-ce qu'ils étaient présents au début? Le seul pour qui je peux dire, le seul pour qui je peux dire, un jour. Il nous répondra j'espère qu'il vous répondra. Le seul pour qui je peux dire qu'il était là depuis le début, c'est Parfait Kolela. Tous les autres, ils ne faisaient même pas de politique. C'est aussi un fils. D'accord. Oui, mais lui au moins il s'est battu. Mais écoutez, la preuve, il s'est battu et il a quitté le parti de son père. Il a créé le sien. Et UDH Yuki, c'est dommage, malheureusement, ce qu'il en revient, mais c'était quand même un très grand parti. En question, juste une question, pas une question, une petite boutade, peut-être que ce serait une boutade. Moi, ce que j'essaie de comprendre, c'est que ce n'est pas un reproche, mais en fait, ce que les Congolais devraient comprendre, je pense, dans le monde, c'est ce qu'on explique, c'est que vous aussi avez le droit de vivre, vous avez aussi le droit, les gens qui portent des noms, vous avez aussi le droit de mettre votre empreinte. Et malheureusement, si vos parents ont été présidents, c'est ce qu'on voit en Europe, beaucoup connu, le notaire, son fils sera notaire, le médecin, son fils sera médecin, ainsi de suite, les avocats, les riches. Pourquoi pas?
Mais pourquoi ne pas faire en sorte que ça soit Monsieur normal? Belébé, vous le dites, Monsieur Belébé, vous le dites, mais je vais vous dire, le secrétaire général de l'UGC à l'époque, c'était qui? De l'UGC au Congo? Vous êtes congolais? Oui. À quelle époque? Vouba n'a pas été le chef de l'UGC? Si. Bon, et qui est le chef de l'espèce de truc des jeunes du PCT, là? La force montante? Son fils. C'est ce que disent les Congolais. Alors, le président Yombi Opango a été le premier colonel et le premier général de cette armée. Il n'a aucun enfant dans l'armée. Pour cause. Cherchez à savoir pourquoi. Donc, il a été un homme politique. Il a été un homme politique et aujourd'hui, on veut reprocher à son fils qui a subi toutes les injustices à côté de son père de vouloir changer les choses. Faut arrêter. Faut arrêter. Vous êtes Congolais. Non, vous êtes Congolais. Tout ce que nous voulons, c'est que vous puissiez vous éclairer les Congolais. Il n'y a pas de délit de patronyme et je suis Congolais comme tout le monde. Aujourd'hui, si on mettait plutôt la compétence au lieu de mettre le sang, la famille et mettre à des postes des gens qui ne sont pas allés à l'école, qui aujourd'hui font les malins parce qu'ils sont de telle ou telle famille, c'est dommage. C'est dommage. Voilà. Donc aujourd'hui, je pense qu'à un moment donné, faut faire les choses proprement. J'ai mon petit frère Aïessa qui est député dans la partie sud de Brazzaville. Bon, vous avez vu ça comment Aïessa peut être député à Kinsundi là-bas. Bon, tout ça, c'est des magouilles. Tout ça, et moi, je dois accepter cela. Je dois accepter parce qu'il n'y a que moi qui n'ai pas le droit de m'exprimer politiquement. Non, tout le monde a le droit. Tout le monde a le droit. Merci beaucoup. Non, vous avez le droit, tout le monde a le droit, mais c'est tout simplement pour éclairer nos auditeurs sur le fait qu'on a toujours constaté que les partis politiques au Congo deviennent l'héritage des enfants. Voilà, c'est une façon d'éclairer les choses. C'est pas mon héritage. C'est une occasion. Si quelqu'un peut me remplacer, si quelqu'un peut me remplacer à la tête du parti, je ne quitterai pas le parti, mais je lui laisserai le flambeau, pourvu qu'il soit élu démocratiquement après un congrès. D'accord, merci beaucoup. C'est clair, mais c'est précis. Merci d'être sportif et d'accepter que vous puissiez débattre et répondre aux questions. Alors, on va passer au sujet. Ce qui vous emmène, vous, quand vous avez tout ça, cette expérience, quand on voit l'expérience de votre père et l'expérience des tontons, de tous ceux que vous connaissez, qui ont fait le Congo et qui continuent à faire le Congo, ça vous emmène à réfléchir à l'avenir du Congo. Vous devenez un acteur incontournable, qu'on ne le veuille pas. Vous occupez l'espace, un certain espace, et vous êtes très présent. Donc, vous avez, avec certains autres leaders, rejoint ou créé le rassemblement des forces du changement. On se souvient qu'en son temps, le président Sassou avait aussi créé les forces du changement. À Paris, ils étaient, sauf erreur, avenue Montaigne. Ils occupaient cette avenue. Est-ce que vous, en créant le rassemblement des forces du changement, d'abord, comment vous l'avez créé? Qu'est-ce qui fait que vous arrivez à le créer? Qu'est-ce qui vous emmène à penser qu'il faut créer ce rassemblement-là? Je vais d'abord corriger, ce n'est pas le président Sassou qui avait les forces du changement à Paris, à la rue Montaigne et à Machinta. C'est plutôt au niveau de Brazzaville, du Congo, le RDD, le RDPS, le MCDDI et autres font partie de ceux qui ont créé les forces du changement avec des acteurs politiques comme Moudeleo Massengo et Kondi Akala, etc., etc. Donc, ce n'était pas du côté de Sassou, c'était plutôt du côté opposé à Sassou Nguesso. Alors, on arrive au RFC. Je voudrais, si vous me permettez, vous dire au préalable que le parti que j'ai l'insigne honneur de diriger, Rassemblement pour la démocratie et le développement, le RDD en sigle, avait souhaité, dès 2016, la tenue des états généraux de l'opposition, afin de désigner un candidat unique face au parti au pouvoir. Et à l'époque, déjà, nous, le candidat unique pour nous était Guy Brice Parfait Kolela, paix à son âme. Aujourd'hui, nous nous réjouissons de compter parmi les fondateurs majeurs du Rassemblement des forces du changement. Comment cela est arrivé? Il vous souviendra que nous avons fait une conférence de presse où on a souhaité lancer les nouvelles forces du changement. Et à ce niveau-là, il y avait un certain nombre d'hommes politiques qui étaient présents à cette conférence de presse. Et à ce niveau-là aussi, nous avons donné la parole à tout le monde. Nous avons donc un peu innové. C'était une conférence de presse du RDD, mais nous avons donné la possibilité aux autres partis de s'exprimer. Et ça a donné un coup de pouce au niveau de l'opposition. Et on nous a fait comprendre qu'il y avait une autre structure qui se créait à Paris,
qui avait donc un autre nom, et on m'a approché grâce à un ami, et j'ai dit, ça ne sert à rien qu'on ait plusieurs structures politiques, ça va nous affaiblir. J'ai accepté donc de rejoindre. Eux, ils étaient déjà avancés au niveau des textes, au niveau de l'organisation, ils étaient déjà avancés. Donc nous, le RDD, nous avons accepté de les rejoindre. Et c'est la fusion des idées de ces deux groupes qui ont fait que le rassemblement des forces du changement prenne vie, prenne corps. Et aujourd'hui, nous sommes bien contents qu'enfin, les choses se dessinent. Voilà, nous sommes désormais le RFC, le Rassemblement des Forces du Changement, une organisation résolument ancrée dans l'opposition au pouvoir en place, une opposition qui lutte pour une société fondée sur la liberté, la dignité et la solidarité, conformément à notre devise. D'accord. Vous avez créé ça et vous étiez au départ avec un autre qui n'apparaît plus, en tout cas dans votre bureau, c'est M. Mafoula. Mais il y a aussi Joe Ibina qui occupe la place comme on dit, la société civile, on ne le trouve pas dans ce bureau. Il y a Angios qui n'est pas dans ce bureau. Il y a M. Gavé. Est-ce que vous avez écarté des gens ou il y en a qui se sont écartés de vous? Je ne suis pas au courant qu'il y avait tout ça. Le seul nom que je retiens, c'est M. Dave Mafoula. On ne l'a pas écarté. Il a posé un certain nombre de préalables, tout à fait justifiés, et il a préféré prendre un peu du recul, mais il est assez intelligent parce qu'il a demandé quelle était la vision. Et à l'époque, nous n'avions pas une vision claire. Maintenant que nous avons maintenant une vision claire, je pense que sa place a toujours été là et gardée au chaud. Maintenant, pour le reste, je ne sais pas s'ils étaient là, je ne sais pas s'ils étaient là avant. Moi, quand je suis arrivé, je les ai pas vus. Non, voilà. Ils n'étaient pas là, mais ils sont là. Ils occupent l'espace congolais. Ils sont assez connus. Mais ils occupent l'espace congolais. Est-ce que vous les avez contactés pour former cette force? Non. Je vais d'abord vous dire que à l'époque, nous fûmes avec les forces de l'opposition politique congolaise, donc avec Tsatsi Mabdiala. La démarche que j'ai faite en 2016, je l'avais faite avec lui également. Et aujourd'hui, je me réjouis, comme vous avez pu le voir, que nous avons approché l'ARD. L'ARD et le président Jean Mathias estiment que nous ne pouvons pas aller en singleton, nous devons être unis pour, n'est-ce pas, combattre ce qui se passe dans notre pays. Et nous avons des contacts permanents avec l'IDC Frocade, avec aussi d'autres groupements politiques, la force si vous voulez. Maintenant, notre porte est ouverte. Notre porte est ouverte et s'ils veulent venir, nous estimons qu'ils doivent vraiment, c'est pas spécialement pour eux. Nous, notre but, c'est que nous avons construit un outil politique que nous mettons à la disposition du peuple. Nous voulons que cet outil, un outil de libération, pour leur permettre de parvenir au changement sans violence que nous recherchons. Voilà, le Congo aujourd'hui a besoin de cela. M. Gaïno? Allô? M. Gaïno, oui. Question? Allô, oui. Oui, vous parlez d'un outil de changement, c'est une force que vous voulez constituer là. C'est sûrement pour aller aux élections. Alors, nous sommes déjà en 2026 et les élections sont en 2025. Non, en 2025, en 2025, on est pratiquement à 6 mois des élections. Oui, nous sommes en 2021, pardon. Excusez-moi. Donc, le temps va vite. Oui. Le temps va vite. Est-ce que vous ne voyez pas que vous prenez toujours un peu trop tard? Parce que un tel mouvement qui veut conquérir le pouvoir a besoin de s'organiser, pas seulement entre vous, mais en même temps de convaincre le peuple de vos idées. À quel moment allez-vous présenter vos idées au peuple qui doit vous soutenir? Alors, nous redisons que les Congolais doivent s'approprier cet instrument politique que nous mettons à leur disposition. C'est leur outil. C'est leur outil pour leur libération. Ben, il faut qu'ils sachent. C'est leur outil pour arriver au changement. Mais écoutez, nous avons en face de nous un ogre malhonnête qui nous empêche de nous réunir. Dès qu'il y a une réunion, dès que l'on doit, n'est-ce pas, se réunir pour parler de nous, on nous empêche.
Toutes les salles sont réservées d'avance pour nous empêcher. Vous allez me dire que c'est de bonne guerre. Mais ça peut pas être de bonne guerre si on nous empêche même de nous réunir, de faire des meetings. Eux, ils ont le droit de se balader partout où ils sont déjà en campagne électorale et nous, on n'a pas le droit. C'est ça qui pose problème chez nous. Donc nous, on est prêts. Et le peuple, de toutes les façons, vous savez, nous avons un exemple, le général Jean-Marie Michel Mokoko, à qui je pense très fort aujourd'hui, qui est en prison depuis, injustement, avec Okombi Salissa depuis bientôt 10 ans. C'est 3 mois avant les élections, il n'y avait encore rien. Donc, la force, c'est le peuple. La force, c'est le peuple. Oui, à mon avis, c'est pas un bel exemple. Bon, vous dites qu'on vous empêche. On vous empêche si les salles sont occupées, c'est à Brazzaville. Mais pourquoi vous ne pouvez pas sortir? Parce que les Congolais ne sont pas qu'à Brazzaville. Sortir d'où? C'est-à-dire Bomo, Dolisie, tout ça. Mais c'est pire. À l'intérieur, c'est pire. À l'intérieur, c'est pire. Donc, on vous empêche d'aller. Monsieur le répondre, s'il vous plaît. Vous avez posé la question. Ne vous inquiétez pas, nous allons le faire et nous avons l'avantage aujourd'hui, c'est pas comme hier. Aujourd'hui, il y a les réseaux Internet et ne vous inquiétez pas qu'au fin fond de la brousse tropicale de chez nous, les gens nous entendent. Cette émission va être entendue partout. Nous sommes prêts à y aller. Mais le problème, à l'intérieur du pays, le préfet, le sous-préfet, le directeur général de la police, etc., sont tous du PCT. Ils ont des ordres clairs. Au Congo, ils n'ont pas commandé des balles en caoutchouc. Donc, et tout ça, s'il y a quelqu'un qui essaie de sortir la tête, ils vont les tuer, ils vont tirer dessus. Alors, je veux dire que le courage, c'est bien beau, mais personne n'a envie d'être parmi les 100 premiers morts. Hein. Voilà. Ils nous ont finalement, qu'allez-vous faire? C'est le peuple. Ils ne pourront pas tuer tout le monde. Ils ne pourront pas tuer tout le monde. Nous nous organisons. On ne peut pas donner toutes les stratégies, désolé, mais nous nous organisons pour que notre vision soit acceptée par le peuple. Et c'est le plus dur que nous avons à faire. Convaincre le peuple. Et si le peuple est convaincu, le peuple saura ce qu'il aura à faire. C'est le plus dur pour nous, c'est de convaincre le peuple. Parce qu'aujourd'hui, n'oubliez pas que nous sortons de guerre. C'est un peuple traumatisé que nous avons. Alors, tous les jours, on nous parle de paix, de paix, de paix. Il ne faut pas bousculer la paix. Ben, évidemment, il ne faut pas bousculer la paix. Ceux qui bousculent la paix, c'est ceux qui sont au pouvoir, qui savent comment ils sont arrivés au pouvoir. Donc, cette épée de Damoclès que nous avons que le peuple a sur sa tête, bon, ben, écoutez, nous, on vous dit qu'il faut garder la paix. Notre paix doit être conservée parce qu'ils disent que c'est de leur paix. Et ben, si vous faites les zouaves, et ben, on retire notre paix. Retirer la paix, ça veut dire quoi? Ça veut dire mater le peuple. Voyez-vous? On n'a pas le droit de faire. Vous croyez qu'on n'est pas capable de réunir des gens comme le font les autres? Mais ils nous l'interdisent. Dès qu'on demande que l'on fasse un meeting ou qu'on se retrouve pour parler au peuple, comme on fait dans d'autres, ils nous disent non. Ils ne nous donnent pas les autorisations. Donc vous voulez quoi? Nous ne sommes pas des vagabonds. Nous ne voulons pas... Ça, on a compris. Pardon. Oui, ça on a compris. Mais récemment, j'ai lu dans les réseaux sociaux que le président de la République était parti acheter des armes, je crois, en Corée. Ça circule dans les réseaux sociaux. Bon, et là, le peuple est terrorisé et en même temps la classe politique aussi. Finalement, que peut faire le peuple face à une fureur telle qu'on la voit venir? Parce que, vous voyez, un monsieur qui a déjà tant d'années au pouvoir, qui se représente, qui ne veut pas céder le pouvoir, ne le cédera pas. Alors, est-ce que vous avez une stratégie? Voilà ma question. Est-ce que vous avez une stratégie? Parce qu'avec un peuple qui est terrorisé, avec cette menace, comme vous avez dit, l'épée de Damoclès sur la tête du peuple, comment peut-on aller à de telles élections? Oui, la question serait, alors, d'abord, vous pouvez établir un rapport nous nous battons d'abord justement pour bouger les lignes et pour inverser le rapport de force. C'est possible. Mais pour ça, il faut déjà que l'opposition soit unie. Voilà, en face, exactement. Ils ont un seul candidat. En face, ils ont un seul candidat. Et je le redis, je l'ai dit depuis 2016, en face, ils ont un seul candidat. Mais l'opposition, déjà, est divisée. Et l'opposition divisée, ça arrange le pouvoir. Le pouvoir dynamite insigneusement tous nos partis politiques de l'intérieur en donnant de l'argent ça et là. Et le Congolais, d'abord, ils affament le peuple congolais. Et après, pour 2000 francs, ils obligent les gens à se déplacer. Nous sommes dans un pays où les gens qui se déplacent, nous sommes dans un pays où les gens qui se déplacent dans les meetings
ne se déplacent pas parce qu'ils ont envie d'y aller, mais ils se déplacent parce qu'ils n'ont pas les 2000 francs qu'on leur propose. Parce qu'ils sont informés. On a paupérisé les Congolais pour qu'ils soient tous des mendiants. C'est ça leur force. C'est pour ça que je dis, leur force, c'est l'argent et les balles qu'ils ont dans leur canon. C'est pas l'argumentaire politique. C'est pas du tout l'argumentaire politique. S'ils étaient si forts que ça, mais qu'ils laissent le jeu, et s'ils gagnent, eh bien on va applaudir. Et quand bien même ils gagnent, quelqu'un qui gagne, un député qui gagne, il estime qu'il est le député du parti au pouvoir, et il ne travaille pas pour la communauté. Il fait de la distinction même dans ses mandats. C'est ça qui est dommage. Nous nous battons déjà pour bousculer les lignes. Ça veut dire que ça ne sert à rien d'aller aux élections présidentielles si la gouvernance électorale n'est pas là. Et la gouvernance électorale, c'est quoi? On a fait des espèces de concertations politiques. Leur concertation politique à laquelle le RDD a participé, il y a eu certaines décisions qui ont été prises, mais ces décisions ne sont même pas aujourd'hui appliquées. Quand on vous parle de la seule avancée majeure, si c'est pas à Sibiti, c'est à Madingu, je ne sais plus, c'est juste le bulletin unique que nous avons pu obtenir. Mais quand on parle de biométrie, que déjà le recensement se passe de manière biométrique, etc., on nous dit, aujourd'hui on veut nous dire que le matériel n'est pas là, c'est un mensonge. Parce que les cartes d'identité, les permis de conduire, les passeports se font de manière digitale. C'est pas ça la biométrie? Voyez-vous? Donc tout est mis en place, en fait, pour que les gens soient pérennes au pouvoir. Mais ne vous inquiétez pas, qu'au sein du parti au pouvoir, il y a des tensions telles que, eh ben, c'est peut-être eux qui vont nous aider. Nous, on va peut-être compter les points quand ils vont se casser la gueule entre eux. Vous avez désormais, vous avez ce mouvement qui est conduite, hein, c'est pour que le peuple se l'approprie. Vous avez tous des partis, vous êtes tous des partis. Est-ce que le moment n'est pas venu pour vous tous de mettre de côté vos partis et d'utiliser désormais le logo du RFC partout où vous allez? Écoutez, en ce qui nous concerne, nos partis sont certes autonomes. Mais moi, je dis que pour l'intérêt du pays, si on doit en arriver là, je suis preneur. Pour l'intérêt du pays, si on doit en arriver là, je suis preneur. De toutes les façons, on va bien en arriver. Dans quelques années, je pense qu'on va bien en arriver. Parce qu'avoir 36 000 partis politiques, il y en a même qui font des assemblées générales dans des cabines téléphoniques. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. Oui, c'est comme ça que les autres sont arrivés, les Américains, voilà. Les Anglais, hein, c'est ce qu'ils ont fait. Hein. Voilà, il faut qu'on soit sérieux. Mais pour ce faire, si ça se fait de manière démocratique, mais aujourd'hui, vous voyez, surtout dans les rangs de l'opposition. Dans les rangs de l'opposition, chacun veut être président de la République, chacun veut surtout être, à la différence du RFC et de certains partis politiques, beaucoup de gens veulent être les premiers interlocuteurs devant le PCT, parce qu'ils veulent que ce soit les seules personnes que le PCT doit gérer. Donc, c'est les seules personnes que le PCT doit soudoyer. Et voilà le problème de l'opposition. Nous avons créé le RFC parce que justement, à l'intérieur du RFC, il y a quand même des gens qui souhaitent que les choses changent au Congo. Il y a quand même des gens qui ont... nous avons l'ambition de rassembler tous les patriotes, tous les responsables politiques de tous bords. Nous avons l'intention de rassembler la société civile, cadres, paysans, enfin bref, tout le peuple pour construire un Congo nouveau, porteur d'une vie meilleure. C'est ce que nous espérons, c'est ce que nous souhaitons faire. Mais tant que il n'y a pas de démocratie, tant qu'il n'y a pas l'acceptation de la différence, ce que a du mal à faire le Parti congolais du travail, eh ben, ça va être bloqué. Nous ne sommes pas des va-t-en-guerre. Nous ne voulons pas que le sang des Congolais coule de manière injuste. Et de toutes les façons, nous n'avons pas d'armes. Mais eux, ils veulent pousser les gens à bout. Mais comme je vous dis, le jour où le peuple va se soulever, ils ne pourront pas personne ne pourra retenir le peuple si le peuple se soulève. Et peut-être que ce peuple va aussi nous donner des coups de pied aux fesses à nous-mêmes. Alors vous êtes responsable de ce qu'on appelle responsable hein, des relations extérieures. Ça veut dire que vous voulez faire en sorte que votre mouvement ne soit pas isolé. Donc vous travaillez à ce que vous soyez connu. On va pas tout vous demander ici. Mais est-ce que Donald Trump rentre dans vos listes de contacts et est-ce que l'AES ou même Laurent Gbagbo, Thiam, pourquoi pas, sont des gens sur qui vous pouvez... Parce que ce qu'on remarque, excusez-moi, c'est que l'opposition africaine a l'air beaucoup plus... Ça, c'est le point de vue des médias que je représente. On a l'impression que les représentants de l'opposition se battent seuls, chacun dans leur pays. Au Togo, on vient d'arrêter Mme Nyangbe, personne n'en parle. Au
En Côte d'Ivoire, l'élection est pour bientôt. Là aussi, l'opposition a été bâillonnée. On a retiré certains. On a l'impression que les gens sont isolés et il n'y a pas une espèce d'entente. Est-ce que vous, qui êtes responsable des relations extérieures, vous prenez ça en compte? Il faut développer des alliances. En business, vous êtes un homme d'affaires. Vous restez un homme d'affaires. Ce qu'on appelle le networking. Les relations comptent beaucoup. Mais bien sûr que les relations comptent beaucoup. Tout ce que vous venez de citer, je les connais personnellement. Mais vous savez, il y a beaucoup de chefs d'État africains qui ont, je le dis sans fausse honte, qui ont simplement peur de leur doyen qui est le président de la République. Mais nous avons des contacts, nous avons ce rôle et nous allons prendre des contacts ça et là. Mais vous savez, le Congo peut s'en sortir rien qu'avec les Congolais. Attendre tout de l'étranger aussi, c'est une manière de ne pas respecter les Congolais. C'est notre point de vue. Mais nous allons prendre des contacts à gauche, à droite, pour ceux qui partagent un peu notre vision. Mais vous savez, aujourd'hui, on ne se balade plus pour aller chercher de l'argent chez tel ou tel chef d'État. Les chefs d'État comme Mobutu, Foué, Bongo et Yadema n'existent plus en Afrique. Et les jeunes de l'AES qui sont arrivés là viennent plutôt pour... ils pensent à leur peuple. Alors, vous n'allez pas venir, vous, étrangers, aller demander de l'argent à des révolutionnaires comme ceux de l'AES. Je crois que vous allez sortir de là avec des coups de pied aux fesses. Donc, je pense aujourd'hui, politiquement, à partir du moment où nous avons une ligne politique, nous pouvons travailler avec d'autres partis. Vous voyez bien qu'il y a différents cercles politiques dans lesquels nous appartenons et nous discutons à ce niveau-là. La seule chose que nous pouvons faire, c'est faire en sorte que certaines personnes puissent demander au pouvoir de Brazzaville d'arrêter un peu cette autocratie et cette dictature. Voyez-vous, mais les Congolais ne s'en sortiront que par eux-mêmes. C'est pour ça que le combat se fait surtout à Brazzaville. Nous allons ici parler avec la diaspora parce que nous sommes encore à l'extérieur du pays, nous rentrons très bientôt au pays. Nous allons parler avec les Congolais de la diaspora, ceux qui pensent qu'ils sont vraiment des Congolais, ceux qui pensent nation et non des tribalistes qui sont un peu ça et là partout dans le monde. Nous voulons... Et il y a des cadres congolais ici, des gens qui ont vraiment envie que les choses changent. Il y a des gens qui, même s'ils ont fait 30 ans ici, veulent rentrer dans un pays, mais ils veulent rentrer au pays, dans un pays qui les protège, dans un pays guéri, dans un pays qui les rend heureux, dans un pays qui se projette. Voilà ce que nous allons essayer de faire comprendre aux Congolais. Voilà. Mais nous ne pouvons pas aller aux élections si les dés sont fondamentalement pipés. Nous pouvons changer les choses. Je vous le redis, s'il vous plaît, je vous le redis que le Sassou Nguesso, le plus fort, c'est Sassou 1. Je le redis, le plus fort, c'est Sassou 1. Il est parti sans qu'il y ait eu un coup de feu. Et c'est encore possible. C'est encore possible si l'opposition arrête de faire, excusez-moi le terme, arrête de faire ce qu'ils font, parce que le Parti congolais travaille. Oui, le Parti congolais travail n'est pas si fort que ça. C'est parce que l'existence, c'est parce que l'opposition n'existe pas. Et c'est pour ça que nous avons créé le RFC. C'est pour ça que nous avons créé le RFC pour montrer au peuple que nous sommes là et que nous sommes prêts à défendre les intérêts du peuple. D'accord, Monsieur Gaïno, juste une minute, s'il vous plaît. Je vous laisse avec lui après, Monsieur Gaïno, pour terminer. Moi, je veux juste une question et puis Monsieur Gaïno, vous en aurez deux pour qu'on puisse conclure parce que le temps passe. Voilà, je vous pose une question. Ma question serait celle-là. Vous parlez du rôle de la diaspora. On a vu le conseiller du président Sassou qui est arrivé à Paris et lui... C'est ma question déjà. Désolé, vous allez ajouter, vous allez encore l'améliorer alors. Le conseiller est arrivé à distribuer de l'argent. On ne retient que ça. En tout cas, il a dit aux gens de rentrer. Il a distribué de l'argent, ce qu'on reproche au Congo. La diaspora est divisée. Certains ont dit que c'était un regroupement familial ou d'un clan ou tribal. Peu importe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le tribalisme joue un rôle énorme dans la politique au Congo. Vous voulez mobiliser la diaspora. Est-ce que vous arrivez à faire comprendre à la diaspora qu'elle a un rôle, qu'elle n'est pas seulement là pour être un support, mais qu'elle a un rôle et qu'elle devrait aussi, et ça personne ne le dit, la plupart des dirigeants que vous êtes au chômage, entre guillemets, vous avez des difficultés. Est-ce que les Congolais sont conscients que faire de la politique, il y a aussi un besoin d'argent pour mobiliser, pour pouvoir bouger les lignes?
Bon, dans le cas de cette réponse-là, je complète tout simplement une notion. Monsieur Malanda qui est venu ici, c'est le conseiller du président de la République qui est venu mobiliser déjà la diaspora en distribuant de l'argent. Alors qu'il se pose une question, je crois, épineuse. La diaspora, elle est courtisée, mais elle n'aura pas le droit de vote. Est-ce que d'après vous, c'est une bonne chose de voir une diaspora qu'on vient courtiser, mais qui ne peut pas voter? Deux questions. Alors, je complète donc cette question. Je peux répondre? Oui, allez-y. Oui. Dans la problématique que vous posez là par rapport au vote, c'est tout ça la gouvernance électorale. Dans les points que nous estimons être importants, il faut aussi que, justement, les Congolais de l'étranger puissent voter. Voilà. Il faut aussi que les Congolais de l'étranger puissent voter. D'abord, moi, je les conseille de se faire enregistrer à l'ambassade, d'avoir leur carte consulaire. Il faut déjà commencer par là. Voyez-vous? Maintenant, vous me parlez de ce conseiller-là. D'abord, un conseiller d'un président de la République, ça doit être quelqu'un de discret. C'est ça. Un conseiller de la présidence de la République doit être quelqu'un de discret. Mais vous me parlez d'un monsieur, c'est bien celui-là même qui a très mal réagi, qui a menacé le secrétaire général adjoint du pasteur du Toumi, parce que j'étais allé rencontrer le pasteur Toumi. Il a bien dit que maintenant ils avaient des drones et que maintenant ils allaient dénoncer tout ce que la présidence donne à Toumi et à tous ceux qui vont à la soupe populaire là-bas. Jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai pas entendu venir ici nous dire que nous avons donné ça et ça à Toumi. Donc ce monsieur, en ce qui me concerne, n'est pas sérieux. Il est venu là, il a fait de l'esbrousse et c'est vrai qu'en tant que je sais pas quoi du FIGA, il a fait des promesses. Mais depuis quand vous avez vu un conseiller politique du président, il peut garantir la sécurité de ceux qui vont rentrer. Vous avez vu ça où? Il est venu faire du tourisme, il est venu montrer. Bon, c'est vrai, non, il faut reconnaître qu'il a fait ça le comble. Il faut reconnaître qu'il a fait ça le comble. C'est pas une tactique pour diviser, pour éloigner. Vous dites qu'il a distribué de l'argent. Je sais que c'est la méthode du Parti congolais du travail, mais moi je n'ai aucune preuve. Et je ne veux pas m'avancer là-dedans. Mais je dis simplement, quand un monsieur arrive, lui se prend pour, je ne sais pas, le roi de Mandchourie, il est assis sur un estrade tout seul et tout le peuple en bas le regarde, même le président Sassou ne fait pas ça. Voyez-vous? Donc je pense qu'à un moment donné, il faut rester humble, et surtout, quand vous n'avez pas inventé le fil à couper le beurre, il faut rester vraiment humble. Donc pour moi, il est venu faire du tourisme. Ok, les images ont donné qu'il y avait du monde, et là-dedans, je n'ai pas vu de grands opposants, de grands, je vais dire, influenceurs ou des grandes gueules de la diasporie ou de la diaspora. Je n'en ai pas vu. J'ai plutôt vu un certain nombre de gens qui sont venus poser des problèmes et j'espère qu'il va les résoudre. Maintenant, je le prends au mot et je veux voir comment il va faire pour résoudre ces problèmes. Je veux voir comment il va faire pour faire en sorte que ceux qui sont en exil puissent rentrer et ne pas être inquiétés. Je veux voir comment il va faire. C'est une très grande responsabilité qu'il a prise et pour moi, écoutez, bon, vous savez, hein, le théâtre de chez nous continue à faire rire. Alors, l'argent de la diaspora. L'argent. Ma question n'a pas eu de réponse, s'il vous plaît. L'argent de la diaspora. Vous savez, la diaspora dans le monde, surtout anglophone, elle est mobilisée pour les élections pour donner de l'argent. Est-ce que vous avez, vous, ce message-là à passer aux Congolais de comprendre que la politique, c'est aussi. Mais vous savez, Monsieur le DBV, je vous dis que les Congolais le savent. Les Congolais le savent. C'est parce que pour l'instant, les Congolais ne savent pas à qui faire confiance. C'est pour ça que nous nous battons. C'est pour ça que nous intervenons dans les médias. C'est pour ça que vous êtes là pour nous aider à faire passer le message que nous voulons réellement que les choses changent et nous appelons vraiment tout le monde à rejoindre le rassemblement des forces du changement. Il n'y a que comme ça que nous allons changer les choses. On bougera les lignes. Et croyez-moi, au Congo, il n'y a qu'une seule personne, je dis bien, qu'une seule personne qui respecte le rapport de force, c'est le président de la République. Et c'est le seul qui peut jauger si il faut avancer ou reculer. Tous les autres ne sont que des vates en guerre qui, en fait, induisent même le président en erreur.
Monsieur Gaïno, 2 courtes questions. Vraiment courtes, on termine parce que le président Yombi a Oui, nous avions commencé par... Oui, elle est courte. Nous avions commencé par la politique internationale. Vous êtes chargé des relations extérieures, donc je me permets de poser cette question. Que pensez-vous de la politique de ceux qu'on appelle les africanistes, c'est-à-dire comme Nathalie Yamb? Panafricain. Écoutez, tous... Ou est-ce que vous êtes panafricain vous-même? D'abord, est-ce que vous êtes panafricain? D'abord, je vais dire... Écoutez, je suis africain, mais qu'est-ce que, dans le contenu, dans le panafricanisme, qu'est-ce que vous mettez dedans? Nous avons été élevés, nous avons grandi avec des images de Nasser et de tous ces gens-là qui ont pensé africanisme. Et nous avons vu que tous ceux qui ont été africanistes ont été, on les a tués. Nathalie Yamb, que je connais, c'est bien de faire prendre conscience aux Africains. C'est bien de faire prendre conscience aux Africains. Et j'espère que les Africains prendront conscience. Bon, maintenant, chacun ses méthodes, chacun ses mots, mais comme je l'ai dit au début, tant que l'Afrique n'est pas unie, on ne va pas s'en sortir. Aujourd'hui, il faut qu'en Afrique, on pense à envoyer les gens à l'école, pour ne pas parler du Congo, mais dans toute l'Afrique, on envoie des gens aller à l'école. Si les gens vont à l'école, si les gens sont instruits, si les gens sont intelligents, encore que l'école ne veut pas dire signe d'intelligence, mais au moins, ça permet aux gens d'avoir un bagage cognitif qui peut leur permettre de faire des choses bien. Je dis, comme je le dis pour le Congo, et je le dis aussi pour l'Afrique, un mouton qui est entouré de lions fera des choses extraordinaires. Mais un lion qui est entouré de moutons ne gagnerait aucune bataille. Voyez-vous? Donc je pense que j'ai rencontré fortuitement comme ça Kémy Séba. Eh ben, j'estime que c'est quelqu'un qui a ses méthodes, qui sait ce qu'il veut, et bon, il avancera comme il avancera. Voyez-vous? Mais le problème de l'Afrique, ce n'est pas les Occidentaux, c'est pas les Chinois, c'est pas les Américains, c'est pas la France, c'est les Africains eux-mêmes. C'est les Africains eux-mêmes. Donc, voyez-vous, c'est ça qui pose un problème. Donc, africanisme, oui, africanité, oui, mais qu'est-ce qu'est le contenu qu'on met dedans? Merci beaucoup. Courte réponse, courte réponse, on va avoir la dernière question. S'il vous plaît, je vous coupe, excusez-moi. Courte question, M. Gaïno, et courte réponse pour M. le président Yombi Opango, qui va conclure lui aussi après vous, M. Gaïno. Courte question, je voudrais tout simplement faire une bonne remarque, hein, parce que moi, je l'avoue, un peu satisfait de ses réponses en ce qui concerne, par exemple, pour la monnaie. Moi, il n'y a pas de langue de bois, hein, ce qu'on met de lui, il n'y a pas de langue de bois. Hein. Voilà. J'apprécie sa réponse parce que c'est vrai, changer la monnaie c'est important, mais il faut avoir une économie bien assise, mais c'est à nous de faire que cette économie puisse s'asseoir. Et malheureusement, depuis la nuit des temps, depuis les indépendances, nous avons des indépendances nominales, mais on n'a jamais cherché à prendre l'indépendance. Et donc, pour moi, la dernière question que je voudrais tout simplement poser, est-ce que vous pensez que l'opinion congolaise vous suit? Va vous suivre. Alors, aujourd'hui, je vais vous dire que le Congo n'a pas besoin de promesses. Il a besoin d'actes, de résultats et de confiance retrouvée. Le peuple aujourd'hui a une occasion en or de prendre en main son destin. L'élection majeure qui se profile doit être un moment de prise de conscience. Notre génération a un rendez-vous avec l'histoire. Hein. Nous devons refonder la République et offrir à chaque Congolaise et chaque Congolais une véritable chance. C'est ça que nous pensons et ensemble, faisons du Congo notre priorité. Un pays où naître pauvre ne signifie pas plus mourir pauvre. Ensemble, je veux que nous redonnons aux jeunes le sourire et l'envie d'espérer. Et c'est possible. Et beaucoup de Congolaises et de Congolais nous attendent. Ils nous attendent. Voyez-vous? Ceux qui se permettent de nous donner des leçons ne respectent pas eux-mêmes la loi. J'ai oublié de vous le dire. Et je me demande qu'avons-nous fait vraiment pour mériter cela. Je ne vais pas revenir sur l'inconformité du PCT et du président de la République, cher au président Mirassa. Mais si vous lisez la loi numéro 20-2017 du 12 mai 2017, qui stipule en son article 15 que chaque
parti adopte une dénomination, un sigle, un emblème et des couleurs différentes de ceux de tout autre parti politique. Les partis politiques, et c'est ça qui est plus important, ne peuvent adopter ni les couleurs nationales, ni la devise et les armoiries, ni l'hymne présent ou passé de la République. C'est leur loi, c'est notre loi dans l'article des partis politiques. Le PCT, rien qu'à cause de ça, n'est pas en conformité avec la loi. Alors, la question qu'on se pose, est-ce qu'un opposant ou est-ce qu'un groupe d'opposants qui souhaite une alternance pacifique doit être considéré comme un débile mental ou un criminel? Il est pourtant nécessaire que les choses évoluent dans ce pays et elles vont évoluer. Elles vont évoluer. Voyez-vous? Parce que j'ai la nette impression que, je l'ai déjà dit par ailleurs dans une émission au Congo, dans la situation actuelle, si le parti au pouvoir n'est pas capable de comprendre que nous vivons en démocratie, alors qu'il décrète officiellement le retour au système du parti unique, qu'ils en assument aussi la suite, qu'ils sortent les chars, comme à son habitude, dès qu'il y a un désaccord qui survient avec le peuple. Et dans ce cas, ils auront la légalité et la légitimité d'instaurer de façon permanente le désordre autocratique qui sévit actuellement au Congo. Voilà. Si c'est ça qu'ils veulent, mais qu'ils avaient qu'à faire comme ça, parce que le peuple en a sérieusement marre. Et ils peuvent encore faire en sorte que les choses se passent bien, que l'alternance politique se fasse, qu'elle se fasse proprement, qu'il n'y ait plus de sang versé dans notre pays. Et c'est possible. Je continue de croire que c'est possible. Mais l'entité à laquelle moi je fais confiance, c'est le peuple congolais. Le jour où il va se fâcher, le jour où il va se fâcher, eh ben, je crois que bon, chacun va prendre les directions qu'il veut. D'accord. Nous arrivons à la fin. Je vous remercie pour votre franchise. Et malgré le fait qu'on vous a bousculé, vous avez tenu bon. On voit bien que vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup appris. Depuis 2016, vous avez compris le système congolais. Vous arrivez à un âge, comme on dit, un âge de maturité. Il est temps pour vous donc de prendre les responsabilités, d'occuper des fonctions pour réellement mettre en pratique. Les Congolais sont avertis aussi que beaucoup d'hommes politiques ont promis. Mais il y a quelque chose qui se passe dans la population. Tout le monde, majoritairement, veut le changement. Ça, c'est incontestable. Il y a une phrase qui circule chez les Congolais, ce sera la conclusion. Vous conclurez, M. Yomé Pango. L'opposition pour les Congolais est inexistante. Par contre, alors que vous êtes là, vous parlez tous les jours. M. Mirasapa, tous les jours, vous parlez, vous avez créé le RFC. Que dites-vous aux Congolais aujourd'hui, en conclusion, pour qu'ils, désormais, sachent que le chemin tracé, c'est aussi à eux. Parce que les Congolais, vous avez vu, je vais terminer par là, le Premier ministre a fait une interview où il a dit « Les Congolais attendent de tout du peuple, il est temps que les choses changent. Les Congolais attendent aussi trop de l'opposition. N'est-il pas temps pour que les Congolais, eux aussi, comme vous le dites, prennent les choses en main ?» Votre conclusion. Écoutez, comme je l'ai dit, d'abord pour rapidement répondre à ce qu'a dit le Premier ministre, oui, les Congolais attendent tout de l'État, parce que eux, ils ont voulu que ça se passe comme ça. Parce que eux, ils ont paupérisé et ils ont fait des Congolais des fainéants. Parce que eux, ils estiment qu'on doit donner des miettes aux Congolais et ils pensent que ça suffit pour les Congolais. Ils en sont responsables, mais je pense qu'il ferait mieux de parler de son bilan. Donc, les Congolais doivent, comme je l'ai dit tout à l'heure, les Congolais doivent s'approprier cet instrument politique que nous mettons à leur disposition. C'est leur outil. C'est à eux, c'est leur outil de libération. C'est cet outil qui va faire en sorte que demain, les choses peuvent changer. Et ils peuvent changer les choses. C'est le peuple, lui seul, qui peut, n'est-ce pas, changer sa manière de vivre. C'est lui qui peut changer. Et changer, nous avons des stratégies. Je ne vais pas venir ici vous dire qu'il faut prendre les armes et tout ça, non. Mais il n'y a que le peuple qui peut changer son existence. Il n'y a que le peuple qui peut le faire. Nous, la seule chose que nous faisons, nous voulons unifier l'opposition pour renforcer son action démocratique et citoyenne. Nous voulons mener une lutte pacifique pour la libération du peuple congolais. Mais si eux, le peuple, ils estiment que, comme on dit, le peuple mérite les dirigeants qu'ils ont. Donc s'ils en ont marre de ces dirigeants, ben, il faut qu'ils nous aident à pouvoir les pousser dehors, sans violence, pour que ils nous laissent après et faire
créer un État fort, un État juste, un État prospère, un État guéri de tous les maux que le pouvoir en place, tout le chaos actuel qu'il y a au Congo. Et c'est ça, mon message. Nous sommes prêts à penser les plaies, nous sommes prêts à réparer les injustices, réconcilier sans oublier, mais en pardonnant, afin de redonner un véritable espoir. Mais sans le peuple avec nous, on ne pourra rien faire. On peut faire autant de beaux, autant d'émissions. Tant que le peuple n'est pas avec nous, nous ne pourrons rien faire. Je demande au peuple de rejoindre. Je demande à tous les opposants à la société civile de venir, même donner leur avis au sein du RFC. Et unis, nous allons changer les choses. C'est possible. Parce que nous sommes des Congolais. Nous aimons le peuple congolais. Nous aimons les Congolais, contrairement à d'autres. Nous aimons les Congolais et nous voulons que tous les Congolais soient, n'est-ce pas, heureux. Voilà un peu ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire en conclusion, si c'est moi qui conclue. C'est vous qui concluez. En tout cas, merci beaucoup. C'est vous qui concluez. Merci pour votre compréhension et merci pour votre disponibilité. Nous savons que vous avez beaucoup à faire et que tout n'est pas facile. Mais en tout cas, bonne chance. Espérons que le RFC, cette fois-ci, pourra, comme on dit, marquer le but, en tout cas libérer les Congolais de ce qu'ils espèrent. Nous vous souhaitons à vous tous, une victoire en 2026. C'est ce que vous souhaitez à tout le monde et en espérant que vous... On n'a pas dit qu'on se présentait encore. Hein. Il faut d'abord qu'on change la gouvernance électorale. Et s'il n'y a pas de changement au niveau de la gouvernance électorale, eh ben, on sera obligé, malheureusement, de subir encore les affres de ce pouvoir. Donc on va suivre avec vous l'actualité en espérant que vous reviendrez pour nous donner encore plus d'informations et discuter avec nous. Ma porte est ouverte. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Merci, au revoir. Au revoir.